Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur cette émission Leader d'Afrique. Leader d'Afrique qui reçoit ce soir le docteur Abdoulaye Kassé, cancérologue et qui mène depuis plusieurs années une lutte acharnée pour que le cancer soit mieux pris en charge sur le continent. Mais comme il est de tradition sur cette émission, avant de passer à l'entretien, nous allons vous laisser mieux le découvrir à travers l'édito signé Maktar Sylla. Brillant élève, brillant étudiant, surdoué sans aucun doute comme une marque de fabrique familiale, en avant sur tous, le docteur Abdoul Aziz Kassé est un phénomène, tant dans sa vie scolaire et universitaire que dans sa carrière professionnelle. Quand on a passé 26 ans de ses plus belles années de la vie dans les armées, on est forcément marqué par les souvenirs de la formation initiale du combattant à Bango et par l'ardeur à la tâche, le courage, la persévérance et le sens patriotique en tout lieu et en toutes circonstances, tel que souligné par Djibril Ba. Membre de notre association des anciens du lycée Blaise Diagne de Dakar, le docteur Abdoul Aziz Kassé, chirurgien, cancérologue, président de l'association Prévenir pour la lutte contre le cancer, militant anti-tabac, est l'une de nos fiertés. Abibou et Abou nous ont mis la puce à l'oreille, car dans ta discrétion habituelle, nul ne se doutait qu'à proximité de la mosquée de la divinité, tu créais cet Institut international de cancérologie. Doté d'un équipement high-tech pour le diagnostic et le traitement des cellules cancéreuses, d'un accélérateur de particules, la réalisation force l'admiration, comme nos téléspectateurs et nous tous, nous le découvrirons. Impressionnant que cet investissement à coût de milliards sur un parcours parsemé d'embûches pendant 11 années. Dieu récompense les bons cœurs. Que de témoins en mesure de s'éterniser sur tes qualités humaines et professionnelles, comme Ousseinou, Waïda, ta sœur de Vanvo et de Tambacounda, sur ton humilité et ta modestie. Sur toi, le spécialiste en physique médicale, ton endurance magnifiée par Abbas, l'homme remarquable qui force l'admiration pour emprunter les mots de Pape Abdoulaye, Oumar, Gorgui, Détié, Pape Saho, Yuga, Iskeïta, Ahmed Tidiane, Babacar et tous. Alors docteur, à toi. Docteur Abdoulaye Kassé, bonsoir. Vous avez un parcours tellement impressionnant que je vous laisserai le soin de le présenter vous-même à nos téléspectateurs. Voilà, je suis le docteur Abdoul Aziz Kassé. Je suis maître de conférence à l'Institut du cancer de l'Université Cheikh Anta Diop. Je suis un pur produit de la République. Je suis né à Tambacounda. J'y ai fait mes études primaires. J'ai fait mes études secondaires au lycée Blaise Diagne de Dakar et ensuite l'école militaire de santé de Dakar, d'où je suis sorti en 1981. J'ai fait le concours d'internat des hôpitaux universitaires de Dakar avant de faire 7 années de formation en cancérologie à Dakar, à l'Institut de cytologie et d'immunogénétique de Paul Brousse pendant 1 an en 1986, au Centre anticancéreux de Montpellier en France de 1987 à 1988 pendant 1 an et demi. Puis, pendant 3 ans, à l'Institut Gustave Roussy de Paris. J'ai profité de ces 3 années pour recevoir un enseignement dans les 16 différents domaines de la cancérologie, qui partent bien sûr de la cancérologie clinique à la cancérologie générale et expérimentale, mais également dans les métiers de l'informatique et de la biostatistique. J'ai également été en formation aux États-Unis, d'abord comme enseignant en échange et surtout comme enseignant associé, de 1994 à 1995. Et depuis lors, je suis revenu au Sénégal, d'où je ne suis ressorti que pour aller en formation en Israël,
pendant 4 mois et demi et je participe régulièrement depuis lors à différents séminaires de formation ou de transfert de compétences à des jeunes. Et tout ce cursus, je le dois à la République du Sénégal et surtout au service de santé des forces armées, dont j'étais médecin militaire et j'ai pris ma retraite volontairement après 26 ans de service dans les armées. Aujourd'hui, je suis toujours enseignant de faculté à l'université Cheikh Anta Diop, mais je suis également celui qui a contribué à créer les différentes ligues qui permettent de lutter contre le cancer, la LISCA, qui permettent de lutter contre le tabagisme, la LISTAB, qui permettent de prévenir également les risques sanitaires et sociaux à travers l'association Prévenir. Et donc, nous menons une action humanitaire dans les zones à ressources limitées pour lesquelles nous avons développé un modèle éprouvé de lutte contre le cancer à l'échelle communautaire. Vous êtes cancérologue. Depuis de nombreuses années, vous menez un combat pour que ce mal, qui est un peu devenu le mal du siècle, puisque selon vos propres dires, le cancer a détrôné le paludisme et le sida. Donc, disions-nous, pour que ce mal soit mieux pris en charge sur le continent. Où en est votre combat? Je crois que nous avons fait de très grosses avancées. Quand j'ai commencé à parler du cancer, on pensait que le cancer n'était pas l'affaire des pays pauvres. On pensait que c'était une maladie pour les riches et les pays riches. Et en son temps, on ne savait pas qu'il y avait plus de cas de cancer dans les pays à revenus intermédiaires et à faible revenu. Malheureusement, on l'a appris avec le temps et un peu tard. Mais enfin, on a également eu une avancée majeure. Vous savez, quand au début je commençais à prononcer le mot cancer dans les plateaux de télévision et dans les radios en Afrique, beaucoup de personnes avaient trouvé ce mot choquant. Heureusement qu'avec le temps, maintenant, tout le monde prononce le mot cancer comme une maladie, comme une autre. Quand en son temps on disait que le cancer était curable, personne ne croyait en ces propos. Quand en son temps on disait que 75% des morts par cancer pouvaient ne pas exister, si on mettait en application tout ce que nous disons, personne n'y avait cru. Quand nous disions que du seul fait du dépistage et de la prévention, 46% des cancers n'auraient pas dû exister, personne n'y avait cru. Quand nous avions essayé de porter le plaidoyer le plus loin possible pour faire équiper le Sénégal d'appareils de traitement des cancers, on nous disait qu'il n'y avait pas d'électricité au Sénégal et qu'à ce titre, il fallait mettre un cobalt. L'avenir nous a donné raison et nous a montré toutes les limites du cobalt. Vous savez, 30% des cancers sont liés au tabagisme. Comment se battre contre le tabagisme? Il n'y a pas deux façons, il faut une loi. Et quand on a introduit cette bataille pour cette loi, jusqu'en 2012, à l'arrivée de Macky Sall, nous nous sommes heurtés à tellement de barrières, mais qui venaient surtout de l'administration du Sénégal, à tel point que quand, en 2012, nous avons commencé avec les députés de la 12e législature, ça a été une avancée extraordinaire et le Sénégal a fait la meilleure loi qui pouvait exister en Afrique. Et vous savez,
Avec le président Macky Sall, nous avons fait de très grandes avancées. La loi sur le tabac, la mise en place de 3 appareils de traitement des cancers par accélérateur linéaire, 2 à Dalal-Jamm et 1 à Le Dantec. La mise en place d'un 4e appareil de radiothérapie, ici, avec une technologie innovante qu'on appelle le volumétrique arc-thérapie, l'accès aux médicaments pour les pauvres. Et vous savez que toutes ces données ont un impact majeur dans le recul du cancer. Donc je crois qu'entre 2012 et maintenant, le Sénégal a fait beaucoup de progrès et d'avancées dans la lutte contre le cancer. Bien sûr, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, il y a encore des choses à refaire. Il ne faut pas écouter ceux qui pensent que ce ne sont là que des mesurettes. Il faut regarder la moitié pleine de la bouteille et se dire que toutes ces mesures qui ont été mises en place les unes après les autres devraient pouvoir être regroupées dans un plan stratégique national. Lequel plan stratégique national ne devrait pas être qu'un document papier, mais devrait être un plan financé et évalué. Les 2 mots ont leur importance. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il faut féliciter l'autorité publique pour le grand pas qui a été franchi. Et puis, docteur, vous êtes même beaucoup plus précis. Vous dites, vous affirmez que le cancer tue beaucoup plus que le sida et le paludisme réunis. Robert, vous savez, le cancer, ce n'est pas une maladie. Le cancer, c'est un ensemble de maladies qui peuvent atteindre n'importe quelle partie de l'organisme. Et le cancer prend son point de départ à partir des cellules du corps humain. Ce sont des cellules qui perdent l'équilibre et qui se mettent à se diviser sans vouloir s'arrêter de se diviser spontanément. Malheureusement, en se multipliant, ces cellules acquièrent la capacité de se disséminer, d'envahir les structures de voisinage, mais également de laisser s'échapper tout ou partie de ces cellules vers d'autres organes. Malheureusement, quand on arrive à ce stade, Robert, vous vous doutez fort bien qu'il devient difficile de guérir un malade. Donc l'idéal serait de rencontrer le cancer au stade où il est localisé à un endroit et où on peut, de façon simple, l'enlever et éviter qu'il ne revienne. Et puis, il y a une question qui taraude tous les esprits. À quoi sont dus les cancers? Est-ce génétique? Alors, le cancer, on ne devrait pas dire quelles sont les causes du cancer. Vous savez, quand vous parlez de tuberculose, vous pouvez dire que le bacille de Koch est la cause de la tuberculose. Parce que jamais il n'y aura de tuberculose sans infestation par le bacille de Koch. Par contre, si vous dites que le tabac est la cause du cancer du poumon, ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que vous aurez des fumeurs qui n'auront jamais de cancer. Vous aurez des malades souffrant de cancer du poumon et qui n'avaient jamais fumé. Par contre, si vous prenez un groupe de fumeurs, que vous le comparez à un groupe de non-fumeurs, vous trouverez plus de cas de cancer parmi les fumeurs que parmi les non-fumeurs. Donc on dit fumer favorise la survenue du cancer. Et donc on considère qu'il y a
des facteurs de causalité ou des facteurs favorisants qui sont multiples. Il y a des facteurs qui sont hors de l'organisme humain et il y a des facteurs qui sont dans l'organisme humain. Hors de l'organisme humain, on retrouve bien sûr des agents infectieux. Le VIH favorise le cancer, les papillomas favorisent le cancer, les virus des hépatites favorisent le cancer et bien d'autres micro-organismes peuvent favoriser la survenue d'un cancer. C'est pourquoi on parle des facteurs infectieux. Donc les infections peuvent favoriser les cancers. Il y a un deuxième groupe de produits extérieurs à notre corps qu'on appelle des produits chimiques. La cigarette. Toutes les formes de fumée, je devrais dire. La fumée venant des cigarettes, la fumée venant de la choucha, avec laquelle on trompe des jeunes et des femmes maintenant, en leur faisant croire que ce n'est pas du tabac, c'est absolument faux. Ce sont des modes de délivrance alternatifs du tabagisme, mais également toutes les fumées, telles que les fumées de la pollution atmosphérique, les fumées des usines, mais également les fumées de cuisson dans nos âtres. C'est ce qu'on appelle les cancérigènes domestiques. C'est la cuisson au charbon de bois, au feu de bois, l'encens, etc. Donc toutes les formes ou sources de fumée, qu'elles soient domestiques, industrielles ou autres, favorisent la survenue d'un cancer. À côté, bien entendu, d'autres produits chimiques qui sont dans l'eau de boisson, qui sont dans notre alimentation, qui sont dans les polluants atmosphériques, qui sont dans les pesticides qu'on utilise dans nos champs. Et donc, il y a plusieurs milliers de produits chimiques dans l'environnement qui favorisent la survenue des cancers. Et puis, nous évoquions aussi la prise en charge. Est-ce que, du côté du Sénégal, la prise en charge des différents cancers est conforme à vos attentes? Il y a encore beaucoup de choses perfectibles. Robert, je vais vous dire la chose suivante. L'histoire du cancer au Sénégal n'a pas commencé là, maintenant. L'histoire du Sénégal remonte à 1956, un an avant ma naissance. Un monsieur du nom de Xavier Serafino, professeur venu de Marseille, est arrivé au Sénégal avec l'impression que le cancer ne survenait pas chez le nègre. Très rapidement, il a montré qu'il y avait beaucoup de cancers. Mais en son temps, personne ne l'écoutait. Il a proposé en 1958, un an après ma naissance, de créer un institut ouest-africain de lutte contre le cancer. Et il lui a donné le nom de Irène et Frédéric Joliot-Curie. Si pratiqué en son temps de la chirurgie des cancers, où il faisait des exérèses historiques dont j'ai encore les diapositives. Ce monsieur extraordinaire, il avait installé un service de radiothérapie. Et il n'y avait en son temps qu'un petit appareil qu'on appelait un 200 kV qui a été démoli dans les années 1989-90. Il avait introduit de la curithérapie, c'est-à-dire qu'il introduisait des aiguilles de radium au contact des tumeurs pour les tuer. Ce monsieur avait introduit en son temps, dès 1958, les premières chimiothérapies. En son temps, la chimiothérapie, avec certains médicaments, ne se faisait même pas dans certaines villes françaises. Il est allé beaucoup plus loin, ce monsieur. L'immunothérapie dont on vous parle depuis 2-3 ans, Xavier Serafino avait introduit l'immunothérapie au Sénégal
en utilisant le bacille de Koch, en utilisant Yersinia pestis et en utilisant d'autres procédés d'immunothérapie adoptive. Il était allé plus loin. Il faisait des chimiothérapies intra-artérielles. Des malades qui avaient des cancers ORL très avancés, il mettait un cathéter dans l'artère carotide pour tuer spécifiquement la zone où il y avait le cancer. Ce monsieur avait formé plusieurs Africains, parmi lesquels le plus âgé que j'ai retrouvé, c'est Ibrahim Mamadou Wane, député sénégalais de l'époque, qui est encore en vie. Ils avaient formé bien d'autres personnes, mais beaucoup d'Africains, et parmi lesquels le plus connu est Paul-Adolphe Meignet. Et donc, vous comprenez parfaitement que le parcours historique du Sénégal permet de comprendre que beaucoup de choses avaient été faites. Malheureusement, 1978 a été une année très difficile pour la lutte contre le cancer et pour l'enseignement universitaire en général. La nationalisation de la faculté de médecine a fait partir la plupart des ressources humaines, c'est-à-dire la plupart des professeurs, qui pour certains sont retrouvés en France et pour d'autres sont retournés simplement dans leurs pays africains d'origine. Et il a fallu reprendre complètement la formation de nouvelles ressources humaines. Ça a été un gros problème. Et au début, quand j'ai commencé mon internat des hôpitaux en cancérologie, il y avait pratiquement 4 personnes qui, pour la plupart, n'avaient pas de compétences en la matière. Nous avons dû tous partir en France en formation. C'est ainsi que je suis allé faire de la cancérologie médicale d'abord, ensuite de la cancérologie chirurgicale, avant de faire d'autres formations. Le docteur Djibindao avait fait de la cancérologie médicale également chez Georges Maté, avant de se retrouver en expatriation en Arabie Saoudite. Le docteur Charlemagne Sagna avait été inscrit en son temps pour faire de la radiothérapie. Donc il y avait un rationnel pour avoir une équipe pluridisciplinaire dans les différentes spécialités. Et il y a bien d'autres médecins qui actuellement sont dans d'autres spécialités qui en réalité étaient destinés à grossir les rangs de l'équipe de cancérologie. Malheureusement, cela ne s'était pas fait. Mais il y a eu des avancées extraordinaires. Parce qu'en 1998, j'ai créé le CES, c'est-à-dire le certificat d'études spéciales de chirurgie des cancers. Et plus récemment, avec Pape Macoumba Gaye, nous avons créé le diplôme d'études spéciales de radiothérapie. Et nous sommes en train de nous battre pour créer un diplôme de cancérologie clinique et un diplôme de physique médicale. Donc vous comprenez parfaitement que la première bataille était la première bataille des ressources humaines. Nous sommes très en avance sur cette bataille. Et beaucoup d'autres pays africains nous envoient en formation leurs hommes, dont les Marocains. Nous formons beaucoup plus de Marocains que d'Africains. Alors, ça me fait un peu tiquer que nous soyons obligés d'envoyer des malades au Maroc chez des gens que nous avons quand même formés ici à Dakar. Ça me paraît un peu paradoxal. Mais enfin, nous avons compris également que cette formation, il fallait l'étendre dans d'autres pays. Brazzaville a créé un diplôme de cancérologie médicale. Madagascar a créé un diplôme de radiothérapie. Abidjan a créé un diplôme de cancérologie médicale. Dakar a créé un diplôme de cancérologie chirurgicale et de cancérologie radiothérapie. Et nous envisageons ensemble de continuer ces créneaux de formation.
Maintenant vient la deuxième étape, c'est les équipements. Jusqu'à une date très récente, il n'y avait rien. Il y avait quelques vieux cobalt récupérés de par le monde et qu'on déboulonnait par-ci, par-là pour venir les remonter en Afrique. Il y avait très peu ou pas de radiothérapie avec des accélérateurs. L'homme qui a ouvert l'ère de l'installation des accélérateurs en quantité suffisante, c'est Macky Sall, qui en a installé 3 dans le public et qui en a mis un ici avec nous. Nous avons installé au Sénégal plus d'appareils de radiothérapie de dernière génération que n'importe lequel des pays d'Afrique noire, en dehors bien entendu de l'Afrique du Sud. Donc vous vous doutez fort bien qu'il y a des avancées. On ne s'est pas arrêté là sur ces avancées. Nous sommes allés chercher des partenaires étrangers, français, qui avaient plus de 35 000 personnes traitées par cette nouvelle technique qu'on appelle le volumétrique arc thérapie. En 10 ans, ils en ont fait plus que n'importe quelle équipe dans le monde. Ils ont 5 centres en France. Et nous avons créé avec eux, en 2011, l'idée de créer un hub de centres de traitement mutualisant certaines ressources par l'utilisation de la fibre optique qui permet en fait d'interconnecter les centres. Et vous le verrez tout à l'heure en bas. Donc vous comprenez parfaitement qu'il y a eu également des avancées sur l'équipement. Au tout début, nous n'avions que l'endoxan comme médicament anticancéreux. Au tout début, nous n'avions pas l'hormonothérapie. Quand nous avons amené le tamoxifène dans le traitement des cancers du sein, personne n'y croyait. Aujourd'hui, le tamoxifène est utilisé même dans la prévention de certains cancers du sein. Aujourd'hui, toutes les drogues qui existent en cancérologie commencent à venir au Sénégal. Mais nous devons être très vigilants. Nous avons quelques doutes sur la qualité de certains produits génériques venus d'Asie qui ne nous donnent pas satisfaction. Pour 2 raisons. Ces produits, bien sûr, n'ont pas d'effet secondaire majeur, mais malheureusement, ces produits ont peu ou pas d'efficacité sur la maladie. Pour ces raisons, il est extrêmement important qu'en Afrique, qu'il y ait une vigilance sur la qualité des produits qui sont importés dans nos pays et que nous nous dotions de moyens de contrôle de qualité des médicaments. Alors, vous vous doutez fort bien, madame, que si on ne s'arrêtait que là, il n'y aurait pas eu grande avancée. Pratiquement toute l'activité de pratique des cancers se passait où? Tout se passait dans les capitales de quelques pays africains. Mais aujourd'hui, nous avons démocratisé la formation, nous avons démocratisé le dépistage, nous avons démocratisé la prévention à tel point que, jusque y compris, dans des zones à ressources limitées, on peut faire du dépistage et de la prévention des cancers. Pendant très longtemps, les gens croyaient que la prévention vaccinale était peu ou pas accessible à la lutte contre le cancer. Madame, avec l'un des gouvernements de Macky Sall, le vaccin contre l'hépatite B est gratuit à la naissance, permettant ainsi de diminuer le risque de cancer du foie. Avec également une autre équipe gouvernementale de Macky Sall, et le vaccin contre le papillomavirus. Et puis en matière de sensibilisation, on note quand même une grande mobilisation autour des cancers féminins à travers le mois d'octobre, Octobre Rose,
Et pourtant, vous dites que cela n'est pas suffisant. Que préconisez-vous? Octobre Rose est une bonne chose. Parce que durant le mois d'Octobre Rose, vous sensibilisez beaucoup de femmes à la lutte contre le cancer. Mais attention aux effets pervers. Certaines femmes non éduquées ou peu éduquées peuvent croire que la lutte contre le cancer du sein s'arrête à Octobre Rose. Et on commencerait le 1er octobre, et au 30 octobre, on remballe tout. Et pendant 11 mois, il n'y a aucune activité de lutte contre le cancer. La lutte contre le cancer doit être l'affaire de tous les jours. Même si Octobre Rose voyait 100 000 femmes, ça ne suffirait pas. Parce que vous savez combien de femmes ont besoin d'être dépistées? 3,5 millions au Sénégal. Vous en dépistez 100 000, il vous restera 3 400 000 à dépister. Donc, il faut un programme national sur toute l'année. Donc, pour la sensibilisation, oui, mais pour dire le dépistage, Octobre Rose, ça ne me paraît pas la meilleure solution. Il en est de même du cancer du col, où je le fais toujours. On va dans des structures à ressources limitées, on sensibilise les populations en faisant une campagne de dépistage d'un jour, ça s'appelle one shot. Ce n'est pas efficace. Pourquoi? Vous arrivez dans une ville où il y a 5000 habitants, vous envoyez 500. Il vous reste combien à voir? 4500. Que deviennent ces 4500? Le besoin est créé, mais il n'y a pas de solution. Ils vont attendre l'année d'après pour que reviennent ces journées médicales pour s'y faire dépister. Mais et si on prenait cet argent qu'on mettait dans cette journée-là et qu'on créait là un centre de dépistage ou une unité de dépistage dans laquelle des sages-femmes, des infirmières, des agents de santé communautaire verraient les femmes tous les jours, même s'ils ne voyaient que 50 malades par jour, calculez. Au bout de 3 ans, vous auriez pu voir les 5000 femmes avec votre unité de dépistage sur place. Et ça ne coûte pas si cher. Nous l'avons modélisé et cela a fait l'objet d'une thèse de doctorat. C'est la thèse de doctorat du docteur Eli Aoudji qui est un Béninois. Y a-t-il une hygiène de vie qui mette définitivement à l'abri des différents cancers? Le sport, entre autres? Il y a quelques années, on ne dépistait que quelques milliers de cancers. Parce qu'on était 3 ou 4 personnes. Aujourd'hui, qu'on est plus de 10, 20, vous doutez fort bien qu'on diagnostiquera et dépistera plus de cancers. On a eu l'impression qu'il y a une explosion des cancers. C'est possible, mais peut-être qu'on les voit maintenant et peut-être qu'on ne les voyait pas avant. Peut-être que les malades, avant, allaient chez des tradipraticiens, chez des infirmiers ou des médecins non spécialisés qui ne voyaient pas la maladie. Et peut-être que maintenant, il y a tellement de spécialistes dans les différentes localisations que l'on voit les cancers. Peut-être également qu'il y a une conjonction des deux. Peut-être que nous mangeons moins bien. Peut-être que nous mangeons plus. Peut-être que nous grossissons plus. Peut-être que nous faisons moins de sport. Peut-être que nous nous exposons plus aux facteurs de risque. Mais toujours est-il que la détection, elle, est devenue plus importante. De sorte qu'au Sénégal, à peu près, on estime qu'il y a 10 500 nouveaux cas de cancer. Mais le challenge, c'est que 7 500 de ces 10 500 arrivent à des stades tellement avancés qu'on ne peut pas les guérir. Comment faire pour qu'on puisse les dépister plus tôt pour avoir plus de chances de les guérir? D'accord? Et c'est ça le rôle du dépistage. Comment faire
il faudrait qu'on puisse les prévenir par des vaccins, par une activité physique accrue, une meilleure hygiène de vie et tout un ensemble de stratégies qui sont déclinées par tous les enseignants et par les ONG de la société civile. Docteur Abdoulaye Kassé, aujourd'hui, en termes d'avancée médicale, y existe-t-il une technologie qui permettrait de dépister à temps tout type de cancer auquel une personne peut être exposée? Si vous étiez venu il y a 6 mois, je vous aurais répondu non. Mais depuis à peu près 6 mois, une chercheure de Montpellier est venue nous voir ici et nous avons fait une conférence avec elle dans ses locaux. Et il y a une molécule qu'on appelle la progastrine. Cette progastrine est sécrétée par des cellules cancéreuses. Si le taux de progastrine augmente, ça nous alerte pour dire qu'il y a un cancer qui dort quelque part. Maintenant, quelle est la stratégie? Donc nous avons réuni dans cette salle d'en bas plusieurs spécialistes pour ensemble réfléchir. Comment utiliser ce marqueur générique pour détecter la survenue d'un cancer? Parce qu'attention, ce n'est pas facile. Imaginez que quelqu'un ait un taux de progastrine élevé. Il n'a aucun signe. Et qu'on l'examine et qu'on ne trouve rien. Qu'on lui fasse les mammos, les radios et tout ce qu'on veut, on ne lui trouve rien. Voilà quelqu'un qui vit avec une épée de Damoclès sur sa tête en se disant « je développe un cancer quelque part », on est obligé d'attendre et de continuer à le chercher. Donc, attention, un marqueur générique disant « il y a un cancer quelque part », c'est bien, mais ça a des inconvénients. Ça n'a pas que des avantages, cela a également des inconvénients. Et nous sommes en train de travailler la question avec une équipe de chercheurs de Montpellier. Et puis, quid de la politique d'accompagnement des chercheurs africains? Quels sont les volets développés par les différentes instances africaines, exemple l'Union africaine? Robert, je vous regarde dans les yeux et je vous dis la chose suivante, avec beaucoup d'insistance. Un pays qui ne fait pas de recherche est voué à importer des technologies inadaptées. Nos besoins en matière de lutte contre le cancer sont spécifiques. Nous ne pouvons pas miser que sur la coopération internationale. Il nous appartient de développer des créneaux de recherche, d'encourager l'excellence pour permettre à nos jeunes collaborateurs, demain, de pouvoir prendre le relais et le flambeau dans de meilleures conditions, avec de meilleurs résultats. Pourquoi devrions-nous payer les fruits de la recherche faite dans les pays occidentaux? Alors que si le virus du sida, qui a été découvert, le VIH2, ici à l'hôpital Le Dantec, appartenait à l'université Cheikh Anta Diop, vous imaginez les retombées financières pour l'université, vous imaginez les retombées financières pour le Sénégal? Pourquoi cela n'a-t-il pas été possible? Nous avons des chercheurs. Nous avons de très bons chercheurs bien formés. Mais tant qu'ils n'auront pas les moyens de faire le travail pour lequel ils ont été formés, il ne se passera rien. Nous continuerons à importer des technologies inadaptées à nos besoins. Et justement, en matière de pharmacopée traditionnelle, qu'en est-il des recherches sur le continent? Est-ce qu'il existe finalement un réel tandem entre les chercheurs de la médecine moderne
et ceux de la médecine traditionnelle? Même problème, même réponse. Beaucoup de produits anticancéreux et de produits de traitement des cancers viennent des plantes. Je suis convaincu qu'il y a en Afrique des essences végétales, des plantes, des racines qui peuvent aider à trouver des médicaments contre les maux dont nous souffrons. Est-ce que vous pensez que si nous laissons quelques tradipraticiens couper des racines, mal les conserver, mal extraire les ressources, vous pensez que ce sera une source d'avenir? Et si ceux-là collaboraient avec des institutions de recherche en Afrique pour qu'on puisse identifier des essences et espèces végétales, qu'on puisse leur faire bénéficier de techniques modernes d'extraction des principes actifs, de conditionnement des principes actifs, de délivrance des principes actifs, que l'on puisse faire des études ensemble pour prendre un groupe traité avec les médicaments africains et un groupe traité avec les médicaments occidentaux et de comparer les résultats. Il n'y a que comme cela que cela marchera. Et ce ne peut pas marcher autrement. Parce que personne, à Manhattan, à Seattle, n'ira boire des racines de quel ou de ceci ou cela pour soigner telle ou telle maladie. Et pourtant, il y en a qui sont efficaces. Mais tant que nous ne ferons pas, comme ont fait les Occidentaux, en modernisant la récolte, le conditionnement, la délivrance, tant que nous ne passerons pas par des études contrôlées, comparant nos médicaments traditionnels aux médicaments modernes, il ne se passera rien. Et puis, docteur, pour coller à l'actualité, nous sommes presque au terme de cette émission, mais je ne me priverai pas de la curiosité d'évoquer avec vous ce virus qui défraie la chronique et suscite toutes les psychoses, le coronavirus ou Covid-19. Est-ce un phénomène médical? Je me garderai bien de faire des commentaires sur une question qui ne relève pas de ma spécialité, encore moins de mes compétences. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotions autour de ce virus. Mais je demeure convaincu qu'il y a des hommes raisonnables à l'Organisation mondiale de la santé. Je demeure convaincu que nous avons des spécialistes de qualité. Écoutons-les et suivons leurs recommandations. La Chine a été prise en défaut. Et aujourd'hui, il y a plus de 75 000 malades en Chine. Le nombre de malades détectés a plafonné, il n'y a plus. Le nombre de personnes guéries est en train d'augmenter. Je crois qu'il faut s'inspirer de ce qui a été fait en Chine et d'essayer de le mettre en adéquation avec nos moyens et nos ressources, sans langage politicien. Je crois que nous avons les hommes et que tous les éléments du puzzle sont là. Mais quel assemblage de retrouver? C'est ça la question. Avant de refermer cet entretien, un message d'espoir à l'endroit de toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui d'un cancer. Monsieur, j'ai été éduqué au Sénégal oriental, à Tambacounda, par 3 veuves, à côté de ma famille paternelle, où il y avait de gros moyens. J'ai vécu au contact de ces femmes que j'ai beaucoup admirées dans mon royaume d'enfance, par la dignité avec laquelle elles ont vécu, sans avoir besoin de tendre la main.
Nombreuses sont les femmes qui, comme elle, dans le sacrifice de toute une vie, ont enfanté, sont sur les chemins des champs, dans les âtres des cuisines, ont eu des enfants, les ont éduqués, les ont élevés, les ont soignés. Malheureusement, tous les jours, nous tombons sur des enfants fraîchement émoulus des écoles qui nous amènent leur mère ou leur père pour des soins. Et 75 fois sur 100, la réponse est toujours la même, c'est trop tard. Je vois encore les larmes de ces enfants qui sont révoltés par leur incapacité à sauver leur mère malgré tout le sacrifice que ces femmes ont fait. Alors, si le destin de l'Afrique devait être, ou ne devrait être, que de subir ces frustrations, alors que Dieu garde l'Afrique. Mais si par contre, un seul instant, vous pensez que tout ce que nous venons de dire là peut être une base de travail, pour que de façon organisée, que partout en Afrique, il y ait des plans stratégiques de lutte contre le cancer, alors là, debout, enfants de la République, le travail commencera et le travail sera bien fait. Mais tant que nous resterons dans des mesurettes, ce ne seront que des mesurettes qui offriront peu ou pas de résultats. Merci, Dr Abdoulaye Kassé. Nous voilà au terme de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Robert. Et pour conclure, une note colorée. La petite confidence, le Dr Abdoul Aziz Kassé est un rosiculteur sans pareil, avec une variété de roses de toutes les couleurs. Marie-Pierre, notre sœur de promo LBD en Italie, s'était permise de reclasser ses roses magnifiques selon la logique de la courbe de la croissance de la vie. À l'aurore, paupières et roses s'ouvrent demi-closes comme le dit la chanson. Puis la rose continue sa croissance, cueillie ou pas, elle s'ouvre en pleine maturité, offrant toute sa beauté et son parfum subtil irrésistible. Et enfin, les pétales tombent l'une après l'autre. Docteur, occupe-toi bien de ton jardin. Les fleurs ont une vie et prient pour les personnes qui les arrosent. Marie-Pierre Dixit. Ton grand cœur te permet d'atteindre tous tes défis, comme le dit Mbar et Sister Adama de renchérir. Que cette belle rose blanche de la paix soit un merci. Que ton œuvre au service des malades éclose comme une rose et parfume en les soignant leurs maux et leur rende l'espoir. Le Sénégal, l'Afrique en proie à tous les défis sanitaires en ont. En toi, le visionnaire pragmatique, dont la devise reste prudence et mère de sûreté. Cheikh Abdoul Aziz, Docteur Abdoul Aziz, selon la précision de Seydou Nourou, grand homme de culture et militant des langues nationales, chapeau bas. Et avec Fama, l'Afrique te dit Tikaou Tikanam, en avant, plus haut. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous voilà au terme de cet entretien. Merci de votre fidélité constante et renouvelée. Merci de suivre les programmes de la Belle Radio et Télé. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.